Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, je suis ravi de vous rejoindre pour ce nouvel épisode de Génération Do It Yourself. Aujourd'hui, nous allons avoir une discussion différente avec mon invité Grégory Mollet-Viéville, qui est quelqu'un de très inspirant, qui a notamment tout récemment été le coach et l'accompagnateur de mon ami Aude Baron, qui est la rédac chef notamment de Eurosport, qui est bien plus que ça évidemment, et qui a réalisé son premier Ironman à Barcelone tout début octobre 2017. Et donc Grégory l'a coaché sur un programme d'une douzaine de semaines, ce qui est très très court pour un Ironman. Il a aussi inspiré pas mal de mes amis qui travaillent ou qui ont travaillé dans les finances, puisque Grégory a évolué dans cette sphère pendant un bon bout de temps. Et puis, il inspire directement et indirectement une quinzaine de milliers de personnes par la communauté CYD. CYD, c'est CYD. Donc une communauté d'adeptes du sport dans 8 villes de France qui se rejoignent toutes les semaines pour s'entraîner dans des espaces urbains. Cette discussion est différente, elle est rafraîchissante et motivante. Elle devrait vous donner envie de vous lever le matin et qui sait de prendre votre vie en main si ce n'est pas déjà le cas. Je vous souhaite donc une très bonne écoute pour cet épisode de Génération Do It Yourself avec Grégory Mollet-Viéville et votre serviteur Mathieu Stéphanie. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Grégory Mollet-Viéville. Grégory, salut. Salut Mathieu. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Tu peux. Merci pour l'invitation. J'ai 45 ans. Je suis entrepreneur depuis 5 ans. On y reviendra tout à l'heure, mais j'ai précédemment passé une vingtaine d'années de ma vie à faire un job complètement différent de celui d'aujourd'hui. Je suis père de 2 enfants et je suis un passionné de sport, en particulier de sport d'endurance et notamment de triathlon. Et ce qui m'a aussi poussé à changer de vie et qui drive un peu aujourd'hui mon quotidien. D'accord, c'est vrai que c'est une des raisons et une des choses qui nous a reliés par notre réseau, le triathlon. Je pense aussi notamment à Aude Baron, qui est Red Chef d'Eurosport en France et qui nous a mis en relation, même si on avait déjà des contacts communs avant, et qui fait aussi du triathlon qu'on accompagne d'ailleurs actuellement à préparer son premier Ironman longue distance à Barcelone à la fin du mois de septembre. Voilà, et donc qui va me mettre une pilule, puisque je l'ai mise au triathlon. Je l'ai vu faire. Là, elle est en forme. Je l'ai vu faire son premier triathlon sur un vélo qui faisait 25 kilos, je crois, et en effet, elle est bien loin de... C'est une machine, elle est très impressionnante, très inspirante. Voilà, Aude, on t'embrasse. Alors, Grégory... ce qui m'intéresse pas mal, en effet, donc c'est un peu cette approche du dépassement de soi chez toi qui est quand même assez hardcore quelque part, mais également aussi ce changement de vie un peu radical que tu as opéré il y a quelques années. Toi, tu étais avant dans la finance, si je me trompe pas. Exactement. D'accord. Donc et des échos que j'ai d'amis communs assez successful, je crois. Donc tu vas pas me le dire, tu es très modeste, mais... Ouais, tout est relatif dans le succès, mais effectivement, j'ai passé une vingtaine d'années en banque d'investissement, à faire du conseil dans tout ce qui est gestion des risques auprès de grosses boîtes européennes et surtout françaises. Et j'étais un sales, comme on appelle ça, et responsable de l'activité. J'ai passé une dizaine d'années à Londres, dans une banque d'investissement américaine, et puis je suis revenu sur la fin à Paris dans une banque française pour exercer cette activité aussi. Et alors donc du coup tu es parisien, je crois, d'origine. Moi, je suis né à Paris, ouais. Ouais. Parents parisiens, petit parisien.
D'accord. Et t'es tombé dans la finance Et je suis tombé dedans complètement par hasard. Moi, j'étais pas un très bon élève à l'école. Disons que je travaillais bien jusqu'à l'adolescence et puis après j'ai eu d'autres envies. J'ai passé mon bac, j'ai quand même fait une école de commerce et puis je devais partir faire un stage à New York et là par le plus grand des hasards voilà, j'ai été mis en relation par un copain de copain et j'ai fait un stage dans la finance à New York et j'ai découvert un environnement qui m'a beaucoup plu et puis après de fil en aiguille voilà, ça m'a mis l'eau à la bouche et ça m'a donné envie de continuer et c'est ce qui s'est passé quand je suis rentré à Paris et puis après mon départ à Londres. Et donc un sales pour nos amis entrepreneurs et plus largement toutes les personnes qui nous écoutent, c'est quelqu'un qui vend, donc j'imagine. Ouais, un sales c'est un commercial, c'est Oui. un vendeur qui a des clients et qui accompagne ses clients sur des thématiques particulières. Moi, c'était la gestion des risques, gestion de la dette, gestion des risques de change. Et je parlais à des grosses boîtes, donc c'est des boîtes qui ont des activités à l'international. Et mes interlocuteurs en termes de profil, c'était les directions financières, les trésoriers dans ces boîtes du CAC 40. Quoi. D'accord. Et c'est des volumes astronomiques, non, j'imagine? C'est des très gros volumes, mais c'est des volumes qui veulent pas dire grand-chose parce que ça peut être en montant des centaines de milliards, voire des trilliards par an. Donc pour monsieur, madame, tout le monde, ça paraît énorme, mais c'est dans l'absolu, c'est pas grand-chose. Et en termes de revenus, pour avoir un peu des notions aussi de l'avant et de l'après, parce que quand tu deviens entrepreneur et que tu lances ta boîte, tu reviens à des centaines d'euros ou dizaines de milliers ou centaines de milliers, millions peut-être quand ça se passe très bien. Je sais pas, un revenu que tu pouvais faire annuellement pour ta banque, c'était quoi Les sources de revenus, on générait un bon vendeur en général sur ce genre de marché, il génère entre 5 et 10 millions d'euros. De profit par an. Alors c'est des revenus, c'est pas totalement du profit, mais il y a la marge est relativement importante. Après ça dépend ce que on met comme coût en face, mais on est assez proche du net. Ouais. D'accord. Et c'est des choses qui, c'est un milieu qui je crois, en tout cas, qui l'était. Tu as commencé en quelle année J'ai commencé en 95. D'accord. Parce donc que moi, c'était les belles années encore. D'accord. Il y a eu une décennie de belles années, mais c'est à l'époque où ce métier était encore très différent. En plus, l'environnement anglo-saxon en Angleterre avec des profils très différents, des gens qui avaient commencé coursier, d'autres qui avaient fait de la philo, d'autres qui venaient de l'armée, enfin vraiment en termes d'environnement humain hyper riche. Et du coup, c'est un milieu qui était en tout cas à ce moment-là particulièrement potentiellement viril, je pourrais même presque dire macho, un peu. Alors je pense que le sujet de la parité était le dernier de leurs soucis et c'est effectivement un environnement hyper masculin. Je pense que la proportion de femmes, elle devait être, on était à moins de 10%. D'accord. Par contre, les femmes qui exerçaient ce métier-là avaient des sacrés caractères et c'était vraiment des personnages assez incroyables. Et macho, bon, c'est peut-être un peu caricatural, mais c'est quelqu'un qui, dans ce milieu-là, gagnait souvent bien sa vie. On pouvait voir des signes extérieurs de richesse qui devenaient assez vite caricaturales, quoi. Et oui, de grosses voitures, des grosses maisons. Que ça soit les appartements, les voitures, les fringues, les montres, les restaurants, les sorties, ce genre de choses, quoi. Et c'est un milieu dans lequel toi tu t'es fondu sans problème. Je crois pas que t'aies jamais été trop à fond dans ce trip hyper show-off.
Alors pas du tout en fait. Enfin j'ai fait de très belles rencontres humaines. Intellectuellement j'ai appris beaucoup de choses et ça a été très épanouissant. Par contre effectivement je me suis jamais senti en totale harmonie avec mes collaborateurs. Mais c'est pas pour autant que c'était pas mes potes et que je partageais pas des bons moments avec eux. Mais ça paraît très cliché. Mais il y a des rituels dans les banques et que ça soit les gens à la vente, au trading, même au niveau du management, où c'est des sorties pas forcément racontables et c'est pas ça qui m'a fait vibrer quoi. D'accord. Et alors du coup, qu'est-ce qui te faisait vibrer? Moi, j'aimais bien l'adrénaline du métier. Ouais. J'aimais bien le fait d'être un peu au cœur de l'actualité, au cœur du réacteur. Et puis surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, et je pense que l'environnement anglo-saxon y est pour beaucoup, c'est que on ne juge pas du tout les gens de la même manière qu'on peut le faire en France. Les Anglais n'ont pas besoin de savoir d'où on vient, ce qu'on a fait comme études. Et c'est un milieu dans lequel on pouvait avoir des responsabilités très vite. C'est-à-dire qu'on était payé pour faire un job. Si on faisait bien ce job, on était rémunéré en conséquence. Et c'est vrai que un bon commercial, c'est quelqu'un qui génère des revenus conséquents pour la banque. Et c'était assez drivé par la capacité à générer de l'argent. D'accord. Et ça, du coup, moi je voyais par rapport, quand j'ai commencé à travailler en 95, j'avais 23 ans. Par rapport, au bout de 2 ans, j'ai commencé à vraiment bien gagner ma vie, alors que j'avais assez peu d'expérience professionnelle. Et quand je comparais ça avec mes copains qui avaient fait des études de plus grande qualité que moi, qui étaient rentrés dans des boîtes de consulting, dans des agences qui faisaient du marketing et tout, en termes de responsabilité et de rémunération, le processus était beaucoup plus long. Et du coup, c'est vrai que ça peut monter vite à la tête. On parle vite de rémunération sur du trading, des sales dans la finance en centaines de milliers d'euros. Ça peut monter en millions d'euros de bonus. Enfin, c'est des chiffres qui paraissent disproportionnés, mais des bonus à 7 chiffres, il y en avait un certain nombre dans les salles de marché. D'accord. Et tu peux t'en sortir. Alors, c'est paradoxal, mais je veux dire, il y a un moment, tu dois être complètement dopé au pognon, finalement. Comment toi, c'est quoi l'histoire de Greg Mollier-Vieville? C'est comment Moi, j'ai profité du système pour apprendre, pour m'épanouir, mais pas profiter dans le sens financier. Après, bosser dans un univers d'argent, ça implique certaines règles et certains comportements. Et moi, ce qui m'a intéressé et ce mode de rémunération, ce mode de fonctionnement, il m'a permis justement de me faire une vie en dehors du boulot sympa, de pouvoir, j'ai eu des enfants relativement jeunes, de pouvoir les accueillir dans un cadre sympa, de pouvoir passer des vacances où j'avais envie de les passer, de pouvoir aider certaines personnes de ma famille qui avaient un petit besoin financier de temps en temps. Ça m'a permis d'être autonome. Et je pense que quand on est jeune et quand on commence dans la vie active, cette autonomie, elle est très flatteuse. Ouais. Et tu étais plus en mode fourmi que cigale quand même, du coup, si je lis entre les lignes. Ouais, après je me suis fait plaisir, mais j'avais pas ce côté un peu ostentatoire. Moi, j'ai eu. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une belle voiture, hein? Est-ce que c'est un break Audi ou est-ce que c'est avoir 3 Ferrari, quoi? Ouais. Moi, j'étais assez low profile sur ça. D'accord. Et donc, dans tout ça, toi, tu avais déjà l'ingrédient sport un peu qui était là ou... Pas trop. J'ai fait un peu de sport quand j'étais jeune, mais j'ai été bon dans rien du tout. Et après, j'ai de 18 à 25 ans, j'étais plutôt dans les sorties. Et le sport, je me suis remis au sport un petit peu
par hasard ou avec des copains en 98, on s'est dit tiens, on va faire un triathlon. Et voilà, on est dans un bar, on passe une bonne soirée, on se lance un petit défi à la con, et ça m'a mis un peu l'eau à la bouche. Et pendant une dizaine d'années, j'ai pratiqué, mais un peu en dilettante, mais au moins je me bougeais un petit peu. Et par contre, mon espèce de bascule vers quelque chose de plus structurant et une relation à la pratique et à l'effort, ça c'est venu plus tard, c'est venu il y a maintenant 5-6 ans. D'accord. Donc, à l'approche de la quarantaine, voilà, je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie et j'ai vraiment eu envie de changer certaines choses et de mon job, de mes pratiques sportives et dans mon développement personnel, c'est là où j'ai commencé à mettre en place un certain nombre de choses. Alors on va y revenir, mais c'est vrai que je voudrais parler en effet de ce point du triathlon. Moi je l'ai un peu fait aussi de la même manière, c'est-à-dire en me disant avec un ou deux copains, allez on se fait le triathlon de Paris, c'est pas dur, c'est ici, faut juste louer, acheter un vélo, se mettre à... Et en fait on a pas mal de gens une tendance à penser que c'est hyper dur. Alors qu'un triathlon, ce qu'on appelle S, si je me trompe pas, en tout cas olympique, la distance, c'est S. Alors, ou M? C'est M maintenant. C'est M, ouais. Oui, d'accord. Ouais. Donc c'est 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km à pied, en course à pied. C'est... même si c'est un cumul, c'est le premier il est dur, quand on le finit on est tellement heureux, c'est fantastique, mais on se rend compte que finalement comparativement à des courses un peu plus longues, c'est quelque chose de très accessible. C'est accessible, mais ça demande quand même une certaine pratique. Après, selon les niveaux, même quelqu'un qui arrive sur un triathlon M, il va faire peut-être, je sais pas, ça va être 3h30 d'effort. Quoi. Et 3h30 d'effort, c'est quand même, il faut pouvoir les tenir. Donc déjà, on est dans une sorte d'objectif assez ambitieux où on doit commencer à intégrer du dépassement de soi, où il y a à la fois une dimension physique et une dimension mentale importante. Et puis il y a aussi c'est vrai que quand on entend triathlon, ça fait un peu rêver. Donc c'est un sport, c'est une discipline qui évolue beaucoup. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui le pratiquent, surtout dans quand on regarde un peu à Paris, les gens qui sont un peu coincés dans des environnements urbains, la quarantaine, c'est un peu le profil type de celui ou celle qui se met au triathlon. Mais c'est une discipline exigeante, mais tout à fait abordable. Et donc, toi, t'as commencé ça donc à 25 ans par là. Tu as continué un peu comme ça, mais en fil rouge. Et en parallèle, donc, tu as eu une sorte de rupture à un moment dans ta vie où tu t'es dit bon, je change de boulot, je me mets à fond au sport. Comment s'est passé? C'est quoi ce shift en fait? Je saurais pas forcément expliquer pourquoi c'est arrivé à ce moment-là. Donc ce shift, il s'est fait fin 2012. Oui. Effectivement, l'année de mes 40 ans. J'avais déjà eu un petit prémisse une dizaine d'années avant où je commençais à me poser des questions sur mon évolution professionnelle et ce qui allait me motiver pour le futur, et j'avais essayé de faire un MBA et ça s'était pas fait, mais je pense que c'était déjà un premier signal. Et puis il y a eu après une aventure sportive assez intéressante qui a été une aventure à la fois sportive et humaine, où avec un copain en 2011 on a décidé de s'inscrire à une course de vélo qui se passe en Afrique du Sud. D'accord. Qui s'appelle la Cape Epic. Okay. Et qui est une course de vélo en VTT, qui est la seule course de vélo par étape homologuée par l'UCI. Et là c'est une espèce de caravane humaine de 1200 coureurs pendant une semaine avec une dizaine d'heures de selle par jour, et c'est un truc, quand on avait vu les images, ça nous paraissait inatteignable et hyper motivant. Et donc on s'est préparé 6-7 mois avant cette course pour essayer de mettre toutes les chances de notre côté de parvenir jusqu'à la ligne d'arrivée, ce qu'on a fait. Et on a découvert
pendant cette phase d'entraînement, et évidemment pendant cette épreuve, plein de choses qu'on n'imaginait pas et qui nous ont plu, et ça m'a donné vraiment envie d'aller plus loin. D'accord. Et donc là, tu bossais encore dans la finance, et ça a été potentiellement des éléments déclencheurs. Ouais, en fait, j'ai découvert que l'entraînement. Quand je dis l'entraînement devient exigeant, c'est quand on commence à s'entraîner une dizaine d'heures par semaine, qu'on a un job où on bosse 8-10 heures par jour et qu'on a une vie de famille. Il faut essayer de concilier tout ça. Et on avait fait appel à un coach et on avait découvert une approche très différente de celle qu'on avait l'habitude de pratiquer de notre côté, où tout était basé sur l'optimisation. Et l'idée, c'est vraiment d'en faire moins, mais d'en faire mieux. Et je pense que cette idée, elle est restée dans mon esprit, et je me suis aperçu autour de moi que beaucoup de gens avaient envie de faire, mais ne savaient pas forcément comment en faire, et pensaient qu'il fallait en faire beaucoup pour pouvoir en faire bien, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc ça a été le point de départ de mon envie de faire quelque chose de différent, et ça venait s'ajouter à un peu mon ras-le-bol de mon job précédent, puisque depuis 2008 il y a quand même eu des gros changements structurels, les business models ont changé, il y a eu l'arrivée des plateformes en ligne, donc les métiers ont beaucoup évolué, et le cumul de tout ça a fait qu'à un moment je me suis dit réfléchis à ce qui va se passer et ce qui va te motiver pour la suite. Et il s'avère qu'il y a eu un concours de circonstances avec un plan de départ dans la banque pour laquelle je travaillais. Et du coup, je me suis dit, je vais lever la main, j'ai rien à perdre. Je pourrais me consacrer à ce projet de ma vie d'après pleinement. Et puis, si jamais ça ne marche pas, je pourrais très bien revenir faire ce que je fais aujourd'hui, tout en sachant que c'était plus un gagne-pain que vraiment le job de mes rêves. Et c'est vraiment le point, moi, qui m'intéresse beaucoup dans ton personnage, si je puis dire, c'est vraiment le côté optimisation dans la vie, dans l'entraînement, au-delà de la rigueur, parce que la rigueur et la persévérance, c'est quelque chose que je pense beaucoup de gens autour de moi et probablement qui écoutent ce podcast savent avoir, mais c'est se dire ok, je vais non seulement être rigoureux, je vais non seulement être persévérant, mais en plus je vais travailler mieux pour être encore plus performant, et quelque part je crois que c'est un peu la spécialité, ce que tu cherches à faire aussi aujourd'hui dans ton business entre autres. Avant de revenir là-dessus, j'en reviens un peu sur cette question du l'entrepreneuriat. Tu sais ce que c'est maintenant, puisque ça fait 5 ans que tu t'es lancé là-dedans. C'est quand même quelque chose d'assez dur. C'est pas, ça tombe pas. Il y a aussi cette persévérance, cette rigueur, cette performance que tu dois avoir. Et c'est pas vertigineux de sortir d'un. J'en ai déjà parlé avec, par exemple, Rachel Delacour, qui est venue sur ce podcast, qui a lancé BIM, qui elle était à la Défense et qui est partie dans sa chambre d'étudiante pour lancer quelque chose, mais à 27, 28 ans, mais justement, quand tu es même encore plus tard dans ta vie, te dire, et que tu gagnes probablement donc très bien ta vie, te dire, ok, stop, quoi. Et je me lance. Il y a pas un moment, t'as pas flippé comme un maboule? Mais je flippe encore. Ouais. Mais c'est une sorte d'angoisse constructive. Ouais. Et déjà, moi, j'ai voulu m'assurer que ce changement de vie, il était partagé par ma femme. Parce que c'est bien beau de dire demain je suis entrepreneur et d'arrêter de gagner sa vie, et même si j'avais pu avoir quelques économies de côté, ça implique beaucoup de choses, et j'ai eu non seulement son accord, mais surtout sa motivation, qui a été une source supplémentaire où je me suis dit ok, elle est d'accord, allons-y, quoi. On le dit jamais assez, en effet, dans ce podcast, mais pour ceux qui sont pas célibataires,
il y a quand même derrière les entrepreneurs un homme ou une femme qui est là et qui doit encaisser aussi des hauts, des bas. C'est vrai pour des gens qui travaillent dans des entreprises, voilà, en tant qu'employés, mais sur l'entrepreneuriat, les hauts peuvent être très hauts, les bas peuvent être très bas aussi. Donc, c'est vraiment, c'est un quotidien très différent et surtout que après tout dépend de la nature de l'activité qu'on choisit et puis de la vitesse à laquelle se développe ou pas son business. Mais moi j'ai fait, je pense que voilà, passer du salariat à l'entrepreneuriat c'est un grand saut. Et je dirais j'ai accentué un peu le grand écart dans la mesure où la boîte que je voulais monter n'avait strictement aucun rapport avec l'univers professionnel dans lequel j'avais évolué. Donc toutes mes compétences, en tout cas techniques, mes relations clients, n'allaient pas m'aider à accélérer le lancement de mon activité. Et donc, tu t'es lancé en fait un peu à l'inverse de tous les sportifs professionnels. Tu t'es lancé à fond dans le sport et personnellement et professionnellement à 40 ans en fait. Exactement. Et je me suis lancé dans le sport. Suite à cette course que je décrivais tout à l'heure. Et ce qui m'a, alors maintenant avec du recul et un peu de travail sur moi-même, je sais aussi mieux expliquer ça. Quand j'ai décidé de quitter mon job, j'ai appris très vite que ma femme avait un cancer. Donc ça m'a fait me poser beaucoup de questions sur est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est le bon moment, etc. Et toujours pareil, en parlant avec elle, et elle a su me rassurer. Et le sport, à ce moment de ma vie où je devais être, j'ai commencé vraiment mon business seul devant une feuille blanche en essayant de trouver l'idée que j'aimerais développer et en devant gérer cette maladie qui est une maladie pas facile. J'ai eu besoin du sport un peu comme un échappatoire et c'était mon petit moment pour moi où je pouvais me couper de tous les problèmes qui m'entouraient. Et t'as jamais vu ce risque parce que on voit ça. Alors tu vas nous raconter aussi les différentes courses que t'as pu faire un peu, notamment les trucs un peu plus hard. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage, je sais pas, mais dans les connaissances que je peux avoir qui vont se lancer dans des courses un peu extrêmes, que ce soit des trails, des Ironman et des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y en a 1 sur 2 qui divorcent en fait, que ce soit les hommes, les femmes, mais que dans l'échappatoire, tu peux aller un peu trop loin. Ouais, mais là aussi, c'est la frontière est parfois assez difficile à maîtriser. Quand tu parles de ça, je pense au triathlon et c'est vrai que c'est un très bon exemple. Mais après, moi, j'ai besoin de cet équilibre entre ma femme, ma vie de famille, mon job, mes amis et je pense que j'ai pas basculé parce que j'avais pas envie de basculer et que j'ai identifié où étaient mes limites et j'ai fait attention aussi aux autres pour justement ne pas m'isoler. Parce que ça peut être au-delà de sa vie de famille, sa vie de couple, socialement, quand on bascule dans l'extrême, ça peut être très difficile. Ouais. Et toi, t'as réussi à pas basculer? Oui, mais enfin moi j'ai pas basculé, mais en même temps je suis pas, je fais des choses un peu longues en sport, mais il y en a qui font beaucoup plus que moi et donc je suis pas. Mais tu le choisis aussi de pas aller plus loin. C'est vraiment un choix personnel et ça m'a appris plein de choses et aujourd'hui je continue à faire beaucoup de sport sur des disciplines un petit peu différentes et j'ai envie d'aller tester des nouvelles choses, mais quand on regarde au niveau des pratiques ce qui se passe, c'est vrai qu'on est un petit peu dans l'excès où les 40 km de course à pied, ça suffit plus. Aujourd'hui, on fait des courses de 200, 300, 350 km. En vélo, c'est 5000. Donc, il y a l'ultra et c'est un peu ce côté plus, quoi. Et je pense que ce côté plus, il est aussi assez révélateur, d'une certaine manière, du mal-être de la société et montre à quel point les gens aussi ont besoin de sortir de leur quotidien qui est pas tous les jours funky, peu importe son boulot, peu importe son statut et son environnement social. Et c'est assez, je trouve que c'est pas forcément le sujet de l'émission, mais le monde va
assez mal, le monde est un peu dur, et ce qui se passe dans le sport, pour moi, reflète beaucoup ça. Et parce que ça va peut-être un peu trop loin, ouais. Ça me fait penser tout ça en fait, alors tu vas aimer la comparaison forcément parce que j'écoute un podcast que tu connais qui est un Américain qui s'appelle Rich Roll. Mon gourou, Rich Roll. Ton gourou, voilà, mais vous avez dû faire ça à peu près en même temps pourtant, parce que lui, il a commencé en effet à 39 ans ou 40 ans. Il y a cette photo quand on cherche. Donc Rich Roll, pour ceux qui parlent anglais, je le recommande assez fortement. Il interviewe des champions olympiques, des entraîneurs olympiques, des gens, enfin, qui ont fait des trucs incroyables dans tous les sports, dans pas mal de choses, sur la motivation, le développement personnel, etc. Donc c'est RICH et puis plus loin RO2L. Et il y a cette photo un peu connue quand on le cherche sur internet où on le voit un peu à 39 ans, je crois, un peu bedonnant, même pas vraiment gros. Il était grassouillet quand même. Voilà, et où en fait il y a cette forme de prise de conscience et où il se dit ok, je vais me reprendre en main. Et lui, il est parti vraiment dans des super extrêmes. Je crois. Ouais, il est parti dans des extrêmes, mais il est aussi, son point de départ, lui, il était alcoolique, il avait une très forte dépendance à l'alcool, et cette dépendance était en train de complètement anéantir sa vie, et il s'est dit, ou je sors de ça, ou je meurs. Donc, moi, j'ai été quand même très très loin de ça, et voilà, j'ai toujours été. Il a transféré sa dépendance ailleurs. En revanche. Ouais, je pense. Et puis maintenant, il est revenu de ça aussi, et il a une approche beaucoup plus holistique, beaucoup plus dans le plaisir. Mais c'est vrai que ce qu'il fait est je trouve une bonne source d'inspiration. Et donc, toi là-dessus, tu t'es mis donc à faire un peu du sport, quand même de manière un peu, même si il y a des gens qui font pire que toi, un peu hardcore. Enfin, t'es parti dans des Ironman. Donc Ironman, c'est une épreuve qui dure entre 10 et 15 heures selon les niveaux. Et je me suis entraîné pendant 8 mois à raison d'en moyenne une dizaine d'heures par semaine. Et ça, c'était ta première course justement après la course de VTT en Afrique du Sud. Ouais. Et c'était donc dans la première année qui a suivi. C'est en juin 2013 à l'Ironman de Nice. D'accord. J'avais fait le triathlon de Paris en 2012, et je retrouve un pote à l'arrivée, et on discute, challenge, tiens, et si on faisait un Ironman? Et Ironman me paraissait à l'époque le truc le plus lunaire qui existe. Et à cette époque, j'avais pas encore changé de job, et je m'étais dit, tiens, si un jour j'ai le temps, j'essaierais bien de me préparer à ce genre d'épreuve. C'est comme ça que ça s'est mis en place. Et déjà, tu t'es mis quand même dans une approche efficace, parce que là, tu parles de 10 heures d'entraînement par semaine. Pour beaucoup dans ce type de sport, 10 heures, c'est pour faire un triathlon finalement. C'est pas forcément... Enfin, je veux dire, un Ironman, on parle souvent de 18, 20, voire 25 heures de sport par semaine. Donc réussir je crois que même par moment, tu as pu faire moins de 10 heures de sport par semaine pour te préparer sur des Ironman. Tu me parlais de 9 heures ou voilà. Pour beaucoup, ça semble assez irréel. Après, moi, ce qui m'a intéressé dans cette approche, c'est que de l'expérience que j'avais eue de ma préparation de cette course en Afrique du Sud, je savais que si on avait les bons outils et la bonne méthode, sans forcément avoir un passé de sportif aguerri, ce qui n'était pas du tout mon cas, on pouvait avoir de bons résultats. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en place, et c'est vraiment l'optimisation et l'approche qualitative, ce que j'évoquais tout à l'heure en disant on en fait moins mais on en fait mieux. C'est le rendement de cette approche est vraiment hyper intéressant. Et aujourd'hui, alors chacun est différent, mais dans la proportion de volume dans une phase d'entraînement, il faut faire grosso modo 80% de foncier. Le foncier, c'est quoi? C'est du long et du lent. Ça veut dire vraiment courir ou pédaler ou nager ou pratiquer son activité physique à une intensité cardiaque relativement faible, et faire 20%
de fractionner, où là, c'est vraiment un travail spécifique à haute intensité. Ça veut dire que la différence entre, je sais pas, quelqu'un qui prépare un marathon et qui va le préparer un petit peu de son côté. Enfin, aujourd'hui, maintenant, il y a plein d'entraînements en ligne. Il y en a des bons, il y en a des pas bons. Il y a à boire, il y a à manger, il y a tout ça. Mais l'idée, c'est que il faut pas habituer son corps à rester toujours sur le même rythme, parce qu'à force de faire ça, on devient un peu un diesel. Donc on retrouve quand même dans cette approche un peu l'idée de se faire mal de temps en temps, de se faire plus mal que d'autres, mais ça a des bénéfices extrêmement conséquents. D'accord. Et pareil, en effet, à l'inverse, quand on se fait mal tout le temps, c'est pas forcément très bien parce que tu finis par te blesser ou par. Alors c'est vraiment. Et puis dans l'entraînement, il n'y a pas que l'entraînement, il y a tout ce qui est à côté, la nutrition, le sommeil, le stress. Donc c'est tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte. Et je pense qu'on arrive à mettre tout ça en place quand chacun trouve le bon équilibre. Pour moi, c'est vraiment une sorte d'équation et il faut être en phase avec son projet. On parle de sport, donc là, avec son projet sportif. Et il faut savoir quelles ressources on va pouvoir allouer pour essayer d'atteindre cet objectif. Et ces ressources, c'est des ressources humaines, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, comment est-ce que ma vie de famille, mon boulot va être impacté par ça. C'est des ressources financières parce que il y a du matériel à acheter, il y a des déplacements à faire. Et puis, c'est aussi des ressources en termes de temps parce que les journées ne sont faites que de 24 heures et si on veut pas que ça vienne polluer ou faire ça au détriment du reste, il faut savoir s'organiser. Et c'est, je pense, sur cette capacité et l'apprentissage de cette organisation au quotidien que les gens sont très demandeurs d'accompagnement et il y a des choses intéressantes à faire là-dessus. Ouais, et c'est tout le principe de CYD sur lequel on va, enfin, toute une partie du principe de CYD qui est donc ton business actuel, sur lequel on va revenir. Je voudrais revenir sur ce premier Ironman quand tu fais 9-10 heures. C'est quoi? Raconte-nous l'expérience. Enfin, t'es cramé, alors, tu t'entraînes comment déjà et t'arrives comment? L'expérience de l'Ironman, elle se passe comment en quelques mots, si tu peux. Mais... Ouais, bien sûr, mais rien que d'en parler comme ça, j'ai des frissons et ça me rappelle des souvenirs super forts. J'ai trouvé le plus difficile, c'est pas le jour J. Le jour J, bon, il y a de la pression, mais j'y suis arrivé, j'y reviendrai. Mais c'est vraiment la phase de préparation. C'est quand il faut se taper des entraînements le 15 janvier qui fait -2 dehors. Moi, je me suis beaucoup entraîné seul parce que dans cette approche de l'optimisation, il vaut mieux s'entraîner chez soi que perdre une demi-heure pour aller dans un club. Je devais être au bureau à 7h30, 8h moins le quart. Donc, je m'entraînais souvent très tôt, seul et très tôt. C'était ma routine du matin. C'était l'entraînement. Et donc tu partais courir très tôt dans Paris ou comment? Très tôt. Quelle heure? J'étais souvent à 5h30 en train de courir ou en train de pédaler sur mon home trainer dans mon parking. Quoi. Dans ton parking, ouais. D'accord. Dans ton parking, donc tu avais tes voisins qui te voyaient en train de pédaler. À 5h30 dans le parking, il y avait pas full, mais si parfois j'en croisais quelques-uns, ils étaient assez intrigués. Ils disaient, parce qu'il faisait trop froid pour aller dehors. C'est quoi ce taré Non, mais à 5h30, il fait nuit. Et puis encore une fois, sur un home trainer, le rendement d'une séance sur d'une heure, il n'y a pas de feu rouge, il n'y a pas de voiture, donc c'est très sécurisé. Et puis on peut vraiment mettre en place du travail spécifique. Un home trainer, pour ceux qui connaissent pas, c'est un vélo, donc c'est un vélo normal avec à l'arrière c'est un appareil qui permet de transformer son vélo en un vélo statique, qui permet et d'avoir un certain nombre d'indicateurs et de capteurs. Et tu te fais pas méga chier à 5h30 sur ton home trainer? Moi, j'avais pas le temps de me faire chier parce que c'est des séances difficiles où il faut être concentré et ça passe très vite. Et le travail, je trouve que le travail par intermittence, le fractionné, fait que le temps passe beaucoup plus vite. Et tu te mettais de la musique, je me mettais pas de musique, non. J'ai essayé un peu tout. J'ai essayé de trouver
d'augmenter ma motivation par plein de moyens, enfin pas ma motivation, mais en tout cas d'essayer d'amoindrir un peu la peine par plein de moyens. Mais j'aime pas du tout, dès lors que je travaille à des intensités élevées, j'aime pas du tout la musique, parce que je trouve que c'est très important de pouvoir écouter son corps et d'être concentré sur les sons qu'on produit. Typiquement quand on court par exemple, écouter le bruit qu'on fait avec ses pas, avec ses appuis sur le sol, c'est extrêmement révélateur de sa technique de course à pied ou de l'effort qu'on est en train de fournir. Et sur le vélo, j'avais exactement la même chose. D'accord. Et du coup, dans le dur. D'accord, là dans le dur, tu m'étonnes. Une lampe de poche, une frontale, dans le dur. Pas mal. J'avoue que moi, ça m'arrive de me lever un peu avec quelqu'un que tu connais de loin, mais qui est un de mes très bons amis, Tristan, qui est lui plus de l'univers de la finance, et qu'on se retrouve nous en effet dans Paris. Mais c'est finalement à côté de ça, même si on se retrouve à 6h10 devant l'étoile par exemple, j'ai l'impression que c'est une petite balade, quoi, tu vois. C'est génial. Moi, je trouve que courir à 6h du matin dans Paris et voir il y a personne, ou ceux qui sont debout sont ceux qui sont pas couchés, donc ça crée des décalages, et je trouve ça génial de croiser une bande de mecs qui ont fait la fête toute la nuit et te dire que toi tu pars pour 1 heure de course à pied et qu'après tu vas bosser. C'est là où tu dis voilà, on est quand même en tout cas à ce moment-là à l'opposé dans nos vies. Et puis il y a le côté de voir la ville se réveiller. Fantastique. En plus à Paris maintenant il y a quand même il y a des aménagements qui sont cool pour ça, et je trouve que se balader ou courir sur les quais et voir le jour se lever sur la Seine, c'est quand même un grand moment, quoi. Très très beau. Et c'est vrai que le plus dur, tu me le confirmeras, je pense, mais c'est vraiment de mettre ses baskets en fait. Une fois qu'on les a. C'est marrant parce que c'est très souvent dans les choses qu'on n'aime pas faire, ça va être ces quelques secondes où on va basculer vers dans la bonne décision. Et c'est après une fois qu'on a mis ses baskets, on est parti, quoi, et on fait le job. Mais après, ce qui est marrant, c'est que tu te dis quand même des choses qu'on n'aime pas faire. Ouais, mais c'est pas tous les jours agréable de se dire, même si on aime courir, même si on aime ce projet, il y a des jours où il pleut, il fait froid, où on est fatigué, où on a fait la fête la veille, on aimerait bien rester au lit avec sa femme. Ouais. Et c'est vrai qu'alors du coup toi tu me disais, on a découvert tout à l'heure qu'on habitait juste à côté l'un de l'autre, et tu me disais que tu allais souvent par exemple courir à Montmartre. Te faire les marches par exemple, c'est un terrain de jeu génial. Ouais, et c'est vrai que je le vois moi, mais alors tout ça, c'est vrai que j'imagine qu'il faut passer un peu ces étapes, c'est-à-dire que l'Ironman, alors moi l'année dernière je me suis blessé une semaine avant un semi, donc j'ai fait une grosse chute à vélo qui m'a bien sonné, et du coup j'ai pas pu faire mon semi-Ironman pour lequel je m'entraînais depuis 6 mois ou quelque chose comme ça. Mais pardon ? Tu te vengeras ? Je me vengerai, c'était le premier, donc notamment avec Aude et toute une bande de copains, et à Aix, mais en effet, je pense que j'étais plutôt à 9-10 heures d'entraînement pour un semi-Ironman. Donc l'Ironman, je le rappelle, c'est 3,8 km, 3,9 km de natation. 3,8 de natation, 180 à vélo et un marathon. Et un marathon pour finir. Donc voilà, le petit dessert. Et donc du coup, le semi, c'est la moitié de ça à peu près. Sauf en natation qui doit être... Si, c'est ça, c'est exactement la moitié. Et donc du coup, c'est vrai que j'ai toujours eu cette approche de l'entraînement qui était plutôt à 100% sur du fond, à se dire, parce qu'en fait, finalement, j'ai l'impression que tu te fais peut-être, alors moins mal, donc peut-être plus plaisir. C'est-à-dire, quand tu sors à 6 du mat, déjà, tu dois quand même un peu te motiver. Mais si en plus c'est pour te faire mal, tu vois, c'est quand même, donc faut quand même aller chercher la ressource. Mais parce que je pense que tu abordes ces entraînements ou cette préparation d'une manière où tu ne penses pas forcément à l'objectif final et à la satisfaction que tu auras lorsque tu auras atteint ton objectif. Et tout à l'heure, quand je commençais à parler de mes entraînements, c'est sûr qu'au mois de janvier, c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais le jour J où tu passes la ligne d'arrivée, tout ça disparaît, tout ça se transforme en souvenirs. Et puis, entre-temps, ça t'a fait
ça t'a durci, ça t'a endurci, mais ça t'a endurci du bon côté. Ouais. Et je sais que de cette rigueur dans mon entraînement, j'en ai tiré des ressources nouvelles aussi qui me servent à faire le dos rond quand au début mon business c'était difficile, quand tout se compliquait. Enfin, je pense que et c'est pour ça que on fait ça aussi, c'est que au final ça reste du plaisir et ça nous est utile. D'accord. Et donc depuis, t'en as fait combien d'Ironman? J'ai fait 2 fois à Nice, en 2013, en 2014. Et depuis, j'ai pas refait de full Ironman. J'ai fait que des half. D'accord. Qui te semblent pas forcément... Qui sont super, voilà, et qui sont... c'est toujours des grands événements. Après, c'est moins exigeant, donc la préparation est pas la même. Mais là, c'est vrai que depuis 1 an et demi, j'avais un peu moins le temps et puis un peu moins l'envie. Il faut aussi être sûr que c'est des décisions qu'on prend au bon moment parce que c'est engageant, et après chacun gère ses projets comme il le souhaite. Mais voilà, donc quand je me dis je m'inscris, je prends un dossard pour une course, j'ai envie de la terminer. Et alors, tu parlais de plusieurs éléments dans justement la rigueur par rapport à tout ça, avant de venir justement à tes activités business qui sont très liées quand même, hein, mais tu parlais notamment de tout ce qui est nourriture, tout ce qui est bouffe et tout ce qui est aussi sommeil, par exemple. Tu peux nous raconter un peu, du coup, toi, ta strat là-dessus? Est-ce que tu es vraiment dans une approche aussi d'efficacité après, je pense qu'il faut pas non plus basculer dans l'excessif. Moi, je suis un bon vivant. J'aime bien boire un coup, j'aime bien faire une bonne bouffe, et je veux pas faire que du sport, et je veux pas me retrouver à manger des graines. Ça me correspond pas. Après, ça correspond peut-être à d'autres. Mais moi, ça a pas été mon parcours. Par contre, il y a un moment où assez naturellement, quand on soumet son corps 1 heure ou 2 heures par jour à un exercice physique et qu'on veut préparer quelque chose, ça vient assez naturellement de se dire c'est sûr que si je mange des pizzas tous les jours et que je me fais de bière tous les soirs, ça va pas forcément m'aider. Et puis on ressent aussi que le corps a besoin de se régénérer, et pour se régénérer, il faut du repos qui peut être obtenu pendant le sommeil, pendant des journées sans entraînement, mais c'est aussi l'alimentation qui va apporter tous les nutriments et tous les besoins toute l'énergie dont le corps a besoin. D'accord. Donc moi, sur ça, j'ai été aussi accompagné par quelqu'un, et j'ai fait assez attention à ce que je mangeais, non pas à manger des graines tout le temps, mais si un soir je me fais une escalope à la crème avec des frites, je sais quoi faire le lendemain pour essayer, alors pas d'éliminer, mais en tout cas d'amoindrir les conséquences. Alors tu fais quoi? Je mange sainement. D'accord. Je mange sainement. Donc, manger sainement, ça veut dire c'est évidemment beaucoup de fruits et de légumes, pas de gras, pas de sucre. Et j'essaye quand même de manger le moins de produits industriels. Ça veut dire en fait la plupart de ce que je mange maintenant, c'est moi qui le fais, ou c'est nous qui le faisons. Et quand je vais dans un resto, je choisis aussi les lieux dans lesquels je vais en fonction de ça. Tu prends par exemple tout ce qui est... parce qu'il y a beaucoup de régimes pour justement tous ces sports, notamment sur les derniers mois, qui vont te faire couper tout ce qui est sucre lent. Alors moi, je trouve que la notion de régime, elle est... je suis anti-régime. D'accord. Parce que le régime ne marche pas. Donc il va marcher 3 mois... on va perdre les kilos qu'on doit perdre, mais dans le temps, ça ne marche pas. Donc pour moi, le rapport à l'alimentation, c'est une question d'éducation, de bon sens, et c'est vraiment une hygiène alimentaire. C'est-à-dire, je sais comment je vais pouvoir, en modifiant légèrement mes mauvaises habitudes alimentaires, comment je vais pouvoir durablement agir de manière positive sur ma santé.
Non, mais j'ai besoin de conseils. Moi, il faut que tu nous dises là un peu. Je sais pas. Tu bouffes jamais un biscuit apéro. Si, mais si, je me fais plaisir. Mais enfin, un biscuit apéro, moi, je préfère à l'apéro. Je préfère. Par exemple, moi, j'adore l'avocat. Je peux te faire un super bon guacamole à l'apéro, et ça sera pas plus mauvais que un pâté ou des chips, quoi. Ouais. Mais le guacamole, tu bouffes avec des chips. Bah, Pas forcément. Tu peux le manger avec autre chose que des chips. Ouais. Non, voilà. Et sur le sommeil, du coup, parce que quand tu te lèves, quand tu es sur ton home trainer à 5h30, j'imagine que tu te couches pas même à 11h30, quoi. Tu es couché à... Bah, moi, j'ai jamais eu besoin de beaucoup de sommeil, mais ça aussi, ça c'est un long sujet. Il faut quand même... moi, j'ai besoin de 6 heures, 6 heures de sommeil. Bon, c'est aussi une question d'habitude, de physiologie, mais le sommeil, c'est là où on va récupérer, c'est là où le corps va se régénérer, et il y a plein de choses importantes à connaître sur le sommeil, ne serait-ce que l'heure à laquelle on prend son repas le soir par rapport à l'heure de son coucher. Pas trop tard, donc, idéalement. Il vaut mieux espacer le plus possible l'heure à laquelle on prend son repas, mais ce qu'on fait jamais, quoi. On rentre du boulot, il est tard, on mange, et souvent on va se coucher une demi-heure après ou une heure après, hein. Et puis quand on mange rapidement, on a tendance à manger mal. Enfin, il y a énormément de choses à dire là-dessus. Ce que je fais beaucoup aussi, moi, je suis très micro-sieste. D'accord. Donc je récupère beaucoup la journée. Je peux m'allonger par terre, je peux fermer les yeux sur une chaise 5 minutes, 10 minutes, un peu des siestes flash, et ça fait énormément de bien. Très bien. J'avoue que je suis toujours impressionné par les micro-siestes, parce que je sais pas si c'est mes origines méditerranéennes qui remontent là-dessus, mais j'en fais pas beaucoup, mais quand je dors, j'ai une tendance à dormir un minimum 1 heure, quoi, ou voire plus, hein, mais c'est bon aussi. Très bien. Et du coup, tout ça, ça a créé, en fait, à ce moment-là, je reviens sur ta feuille blanche, en fait, où tu étais dans un moment particulier de ta vie où tu quittais un boulot, ta femme avait un cancer, et toi, tu te mettais finalement en même temps à fond dans le sport. Et là, tu avais littéralement une feuille blanche, où tu avais des bribes de choses. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai vraiment commencé avec la feuille blanche. Après, les idées sont venues relativement vite. Il a fallu faire des choix. Mais le constat qui avait été assez rapide, c'est que dans cet univers du coaching, il y avait une opposition assez nette entre le fond et la forme, et notamment lorsqu'on regarde sur Internet ce qui se passe. Et en gros, il y a des gens qui ont beaucoup d'expertise, mais qui savent pas la rendre accessible, et il y a des gens ou des sites qui sont super bien faits, mais on vous propose un peu de la merde, sans être grossier, quoi. D'accord. L'idée que tu avais, c'était un peu de se dire de faire de l'anti club de sport à l'ancienne. Alors moi, j'ai eu une première expérience entrepreneuriale où j'étais plutôt dans la création d'un nouveau concept de sport, un nouveau lieu où on pouvait s'entraîner avec des outils, une approche différente, où là je me rendais bien compte que ce qui se passait dans les clubs de sport correspondait pas forcément aux envies des gens, marchait pas très bien. Ouais. Et j'ai passé pas mal de temps à développer un concept de salle de sport mobile et connectée, qui n'a pas été le succès attendu, et par contre j'ai toujours gardé cette conviction que les gens pratiquaient de plus en plus, que les gens avaient envie de pratiquer, et que ils n'étaient pas forcément bien accompagnés, ils savaient pas forcément comment s'y prendre, que ça soit dans les lieux dans lesquels ils allaient,
que dans qu'est-ce que je fais, quel matériel j'achète, qu'est-ce que je peux lire, qui me conseille. Donc, sachant que je voudrais poser un truc quand même important là. Je trouve que il y a un modèle qui a bien vécu. D'ailleurs, je sais pas comment j'ai toujours résisté à peu près. Je crois que j'ai toujours résisté à m'inscrire dans une salle de sport, comme je dis un peu à la papa. Mais le modèle économique m'a toujours fasciné. C'est-à-dire que l'idée, c'est de te faire payer le plus cher possible pour te faire venir dans une salle de sport dans laquelle on a intérêt à ce que tu viennes le moins possible. Donc c'est vrai. C'est vrai. Et quand on regarde les chiffres aujourd'hui, on sait que grosso modo, il y a 70% des gens dans les salles de sport qui résilient leur abonnement au bout de 3 mois. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, nous, on se bat contre ça, et je pense que les gens ont compris, et il y a de plus en plus de concepts qui se créent, des pratiques qui évoluent, et je suis pas très optimiste sur l'avenir de la salle de sport traditionnelle. En termes de lieu, en termes de business model. Je partage tout à fait ça, et je pense que c'est des modèles économiques tels qu'on les connaissait un peu de forme d'industrialisation, peut-être un peu je vais dire à l'américaine, j'ai rien contre les États-Unis, au contraire, un pays qui marche très bien sur tout ce qui est tech, et qui est impressionnant sur plein de choses, mais je veux dire, c'est ce côté ultra voilà, on te force, on te vend de la survente pour après essayer de pas forcément avoir de suivi sur le long terme. Oui, et puis enfin, il suffit d'aller dans un club de fitness pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de machines, assez peu de coachs, des gens livrés à eux-mêmes, et les gens ne savent pas vraiment quoi faire. Et toutes ces machines, elles sont pas inutiles, mais on voit bien que l'aménagement des espaces dans les clubs de sport est en train d'évoluer, qu'on revient sur des choses beaucoup plus simples au niveau du matériel qui est utilisé, et on commence à remettre l'expertise humaine au cœur du dispositif. Et donc c'est là où cette notion de rapport entre les gens, d'accompagnement reprend du sens. Et là tu dis salle mobile et connectée, donc ton premier business, ça semble peut-être comme ça là. C'était un cube qui se déployait, et à l'intérieur duquel on retrouvait d'une part le matériel dont on avait besoin pour faire des séances d'entraînement, et pour pallier à l'absence de coach, de présence d'experts sur place, on avait développé une interface web qui était accessible via des tablettes, et on créait un profil, et après, en fonction d'un objectif qu'on choisissait, on avait un coach virtuel qui nous accompagnait pour faire la séance et utiliser l'espace qu'on avait aménagé en fonction de la nature des séances qu'on voulait pouvoir faire. Donc si je reviens sur ce que tu viens de dire juste avant et ce que tu vas nous dire juste après, t'es quand même pas mal revenu sur ce modèle justement du côté potentiellement coach virtuel, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'avec CYD, il y a quand même le réel qui a repris le dessus, le côté communauté. Alors, avec CYD, ça c'est aussi on a bien vu la folie des objets connectés il y a 5 ans, IoT, tout le monde en voulait, et on sait maintenant avec du recul que un bracelet Fitbit, on l'achète et que on le met tous les jours pendant 2 mois, et qu'au bout de 3 mois, il finit dans un tiroir et qu'on s'en sert plus. Je suis d'accord là-dessus. Je partage alors. Il y a 2 choses que je voudrais dire là-dessus, mais le bracelet Fitbit où moi j'ai eu un WeThings notamment, il m'a quand même, je pense, servi. C'est-à-dire que, en effet, tu l'utilises pas forcément sur le long terme, mais que ce soit sur le sommeil, sur le nombre de pas que tu fais, sur un certain nombre de choses, je pense qu'il te fait prendre en considération, il te fait prendre conscience, que de pas mal de choses où tu dis ouais, ça faut que je marche un peu plus, faut que je fasse un peu ça, mais faut que je dorme un peu plus. Mais en effet, sur la durée, c'est probablement pas exactement ça. Et c'est vrai que après, sur le côté connecté et Internet of Things, il y a quand même aussi beaucoup de succès, beaucoup de choses qui ont très bien marché, mais on l'a probablement survendu. Ce que je voulais te demander juste par rapport à ce premier concept, c'est vous avez donc monté un business, vous avez lancé des choses, vous vous êtes planté ?
On s'est planté, on s'est planté. Je pense que, enfin, pour plein de raisons, des bonnes et des pas bonnes. Après, j'ai toujours gardé cette conviction que dans ce secteur-là et autour de cette relation entre la pratique, l'expert, l'homme, la machine, il y avait quelque chose à faire. Mais de plus en plus, je trouve que la relation entre les gens, la pratique sportive, c'est un moyen de rencontrer des gens. C'est un vecteur de lien social hyper fort. Ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui comment des disciplines individuelles comme la course à pied, comme le triathlon qu'on évoquait tout à l'heure, sont en train de devenir des événements de hyper mass market, et surtout comment à l'intérieur de ces événements et de ces pratiques se créent des communautés. Et ouais, tu vas nous expliquer, parce que vous avez une sorte d'explosion, un développement vraiment assez énorme sur CYD en quelques mois ou un peu plus. Mais si je reviens sur cet événement-là, donc tout ça, c'est quelque chose que tu as fait en fonds propres, vous avez levé? Non, on n'a pas levé, on a fait en fonds propres et avec du recul. Je veux pas dire que je le regrette, parce que j'ai appris, voilà. T'apprends à être entrepreneur. Chacun a sa courbe d'apprentissage. Ouais. Chacun fait ses erreurs. C'est sûr que on l'a fait en fonds propres parce qu'on pouvait le faire en fonds propres. On n'aurait pas eu les moyens, peut-être évidemment, on l'aurait fait différemment. Peut-être que ça aurait été toute une autre histoire, mais on peut pas refaire le monde. Mais oui, on s'est planté, mais en même temps, je trouve que, moi, c'était mon premier échec, et je le vis bien, parce que il y avait ces convictions que j'évoquais tout à l'heure, et puis cette capacité à rebondir et à créer d'autres choses. Et puis je trouve que ça fait partie, l'échec fait partie de... bien clair, hein, j'ai absolument aucun jugement de vous de valeur. Non, mais je cherche à comprendre aussi comment dans ces choses qui naissent dans des moments aussi assez difficiles, et voilà, ou comment, justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est voir où est-ce que tu prends la ressource après pour te dire je vais relancer autre chose, plutôt que te dire et je vais continuer dans mon sport, je vais continuer dans ma vie d'entrepreneur, plutôt que te dire ok, je me suis planté, je retourne dans la banque. Je pense que les ressources, après, chacun est différent, mais moi, je me suis mis il y a 3 ans à la méditation. Ouais. Et quand j'ai vraiment senti que cette pratique m'apportait quelque chose, aujourd'hui, avec du recul, je vois qu'il y a une corrélation très étroite entre ma pratique de la méditation et le succès, entre guillemets, de mon business. Et donc voilà, le sport, c'est une manière d'apprendre à se connaître, et moi je me suis posé pas mal de questions sur moi, et le développement personnel est quelque chose que je trouve hyper important, et ça fait partie de toute cette expérience d'entrepreneur. Et je pense que sans cette décision entreprendre, c'est monter sa boîte, mais c'est aussi apprendre à se connaître, à savoir qui on est, à savoir dans quoi on est bon, dans quoi on n'est pas bon, essayer d'aller trouver des associés, des partenaires, des ressources complémentaires aux nôtres, hein, et je trouve que j'ai jamais été aussi heureux dans ma vie que maintenant, même si pour revenir un peu sur la dimension financière qu'on évoquait tout à l'heure, j'arrive maintenant à me payer de ma boîte. C'est pas du tout les montants que je gagnais avant, mais la valeur et le goût de l'argent est pas du tout le même, et j'en tire beaucoup plus de satisfaction. Mais moi, c'est ce que je trouve fantastique, et c'est pour ça aussi que je suis ravi de te parler ce soir. Et c'est vrai que sur la dimension du rebond, la dimension des ressources internes, tu parlais de méditation. On en avait parlé avec plusieurs personnes qui sont venues sur le podcast, et c'est assez drôle parce qu'il y en a qui disent non, moi je fais rien de tout ça. Il y en a d'autres, Céline Lazorte qui me racontait qu'en effet de Litchi qui racontait qu'elle méditait dans le métro par exemple.
moi-même, alors que ça me paraissait il n'y a pas encore si longtemps que ça, il y a quelques années, un peu presque limite farfelu, je me suis laissé aller à une approche, alors par une application comme elle, qui s'appelle Petit Bambou. Et après, tout ce qui est, alors pas en vente, j'étais plus intéressé sur d'autres choses de développement personnel, de programmation neurolinguistique, de gens comme Anthony Robbins, de livres qui sont vraiment potentiellement, alors faut faire attention parce qu'on peut prendre certains pour des gourous, mais d'autres aussi qui vont vraiment chercher sur la compréhension de soi, de penser, la maîtrise de soi en fait, et de ses pensées, de son drive au quotidien. Comment tu te mets à la méditation et c'est quoi aujourd'hui ta pratique? Moi, j'y suis venu. J'ai commencé avec une appli qui s'appelle Headspace. Headspace, ouais. Ok. L'espace dans la tête, hein, donc en anglais. Ouais, qui a été un peu qui est aujourd'hui un des gros succès, en tout cas au niveau business et tech lié à la pratique de la méditation. Et puis, j'ai assez vite décroché de la méditation guidée. C'est-à-dire que j'avais pas besoin d'entendre quelqu'un m'accompagner et j'ai juste pris le temps de consacrer un moment par jour, plutôt le matin encore une fois, à m'asseoir dans un endroit que j'aime bien, écouter ce qui se passe autour de moi, essayer d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de moi, respirer. Et ma pratique a évolué. J'ai commencé avec 10 minutes par jour, ce qui me paraissait une éternité. Et puis mais vraiment, j'ai été très rigoureux. Ça faisait partie j'ai intégré cette méditation comme vraiment une routine, et la routine, pas de sa signification française où c'est le train-train, mais la routine avec l'exercice répétitif et positif tel que, encore une fois, les anglo-saxons l'entraînent. On parle très souvent de routine dans la méditation, dans la pratique sportive. Morning routine, ouais. Exactement. Je me suis aperçu que ça me faisait beaucoup de bien. J'ai lu pas mal de bouquins, mais je suis jamais revenu en contact avec le support digital. Mais ni avec du support humain. Personne t'a guidé. T'as pas eu de. Si, j'ai eu envie d'aller plus loin dans ma pratique, et j'ai fait une formation MBSR, qui est Mindfulness Based Risk Reduction, qui est en fait pour faire un tout petit aparté là-dessus, c'est John Kabat-Zinn qui a lancé dans les années 70 aux États-Unis, en milieu hospitalier, la pratique de la méditation en pleine conscience pour essayer d'aider des gens qui étaient atteints de maladies graves et qui n'étaient plus soignés par les médicaments. Et c'est ce mouvement qui aujourd'hui est connu, reconnu, et il y a des instructeurs MBSR dans le monde entier, et c'est un cycle qui dure un petit peu moins de 3 mois. Ou qui nécessite, c'est un travail en groupe qui se fait avec des ateliers de 2 à 3 heures, une fois par semaine, et une pratique quotidienne d'environ une demi-heure, 1 heure par jour. Et là aussi, énorme révélation. Ça a confirmé l'intuition que j'avais sur pourquoi j'aime la méditation et ce que ça peut m'apporter. Et du coup, depuis 6 mois maintenant, je médite 20 minutes tous les jours. Alors au départ, ces 20 minutes, comme les 10 minutes me paraissaient très longues il y a 2 ans, aujourd'hui, ces 20 minutes, elles me paraissent parfois, j'ai l'impression de fermer les yeux et de les rouvrir instantanément derrière. Et ça fait partie de mon quotidien, et je sens que il y a encore beaucoup de choses à faire. On peut méditer toute sa vie différemment. Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors tu dis, je sens. Ça m'apporte de la sérénité. Ça m'apporte un recul sur les choses, et ça me permet de me concentrer sur ce qui est important pour moi au moment où ça doit l'être, et ça me permet de ne plus me laisser influencer par des pensées un peu parasites. Et ce que je trouve très intéressant dans la méditation, c'est un peu c'est inhérent à la méditation, mais c'est vraiment d'être dans le non-jugement. Et je trouve qu'on est tous très sévères
avec nous-mêmes, et que parfois de se dire en fait ce que tu as fait là c'est bien, ou ça c'est une bonne idée. Écoute ton intuition. Ça c'est un vrai sujet chez moi, et je pense que quand je parlais tout à l'heure de comment est-ce que finalement il y a cette corrélation entre ma pratique de la méditation et le développement de mon business, je pense que j'ai réussi à mettre, en tout cas en croire dans mon intuition, et ce qui avant pouvait dans ma tête un quart de seconde me dire tiens ça c'est une bonne idée, j'avais mon espèce de subconscient qui me disait non, ça c'est pourri, oublie. Et maintenant je m'écoute beaucoup plus qu'avant, et j'ai pas forcément que des mauvaises idées. Et du coup, tout ça, alors tu le couples avec tes entraînements sportifs le matin. Ouais. Moi, j'ai ma petite routine du matin, c'est gainage. Donc, c'est un peu de renforcement musculaire. 10 minutes de gainage, 20 minutes de méditation. Et ça, je le fais. Je me lève. Et tu te lèves du coup à quelle heure là Je me lève assez souvent vers 6 heures. Ok. Et j'enchaîne direct. Je sors mon tapis et je fais ça. Et je fais ça avant même de m'être lavé les dents ou de quoi qu'il arrive. Tout le monde dort encore chez moi, et puis après ma journée commence, mais je me suis gardé ce petit moment pour moi. Genre pas d'abdos, pas de pompe, pas de machin, gainage. Alors j'ai d'autres périodes dans la journée ou d'autres jours, mais c'est quoi qu'il arrive, il y a ça. Et franchement, 7 jours par semaine. Ouais. D'accord. Ça arrive très rarement que je ne le fasse pas, et si je fais pas le matin, je le récupère généralement dans la journée. Et d'accord, donc très très grosse rigueur. Ouais, mais une rigueur, en fait, ça devient plus. Dans rigueur, c'est bien, mais ça devient un peu forcé. Et là, je le ressens vraiment que c'est quelque chose qui me fait du bien et dont j'ai besoin et que j'aime faire. Donc c'est vraiment du plaisir. Et certains jours, tu pars courir juste après. Ouais. Donc tu fais gainage, méditation, course à pied. Ouais. Ou parfois je le fais dans le sens inverse aussi. Je peux d'abord aller courir et faire gainage et méditation après. Ou faire du vélo, enfin encore. Ouais. Et d'accord, bon, très toujours impressionnant sur cette rigueur. Parfois, mais je pense qu'il faut vraiment essayer. Il y a un livre qui a fait pas mal de bruit l'année dernière qui s'appelle Miracle Morning et qui est un peu à l'américaine, parfois un peu cliché, mais qui est vachement intéressant sur comment est-ce que je dois m'efforcer un certain temps de mettre en place une nouvelle habitude ou en chasser une mauvaise, et comment est-ce que ça va m'être bénéfique. Et il y a eu d'ailleurs plein d'études scientifiques où alors, le consensus il est on dit qu'une mauvaise habitude disparaît entre 21 jours et 30 jours. Mais donc ça c'est quand même c'est 30 jours, ça peut faire 30 jours quelque chose qu'on n'aime pas forcément au début, 30 jours de suite, ça peut paraître beaucoup, mais voilà, il faut se donner les moyens. Et en plus, c'est pas comme si on demandait d'aller courir 1 heure. Enfin, on a tous 5 ou 10 minutes, et je trouve ça très angoissant d'entendre des gens qui disent « mais non, mais moi, j'ai pas le temps ». Oui, non, je suis d'accord. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a toujours le mieux ou le pire. C'est vrai que moi qui m'entraîne par rapport à tout ça relativement peu, mais qui fait quand même généralement 1, 2, 3 sorties par semaine, que ce soit natation, vélo, course ou des choses comme ça. Pour beaucoup, ça paraît beaucoup, qui me disent eux me disent qu'ils n'ont pas le temps. Quand j'en vois d'autres qui font ça tous les jours, ou parfois plusieurs fois par jour, etc. Donc il y en a toujours un peu au-dessus. C'était assez impressionnant. Mais c'est vrai qu'aussi, alors je crois qu'à la fois c'est très lié avec beaucoup de gens que je rencontre autour de ce podcast qui ont quand même une sorte de maîtrise de leur vie, une maîtrise de leur corps, une maîtrise de leur pensée, un travail. Et c'est pas tous le cas, mais souvent il y a une corrélation. En revanche, par moment, je me dis en ce moment, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte... Et j'ai eu cette discussion avec un ami, Nicolas Marc, qui est à la BNP, qui est vraiment dans des métiers toujours de la finance aussi, mais qui cartonne, qui est voilà, quelqu'un d'assez impressionnant, mais qui me disait, en fait, j'ai un peu lâché la bride depuis 2 mois, parce qu'en fait, tous les matins, je méditais, je faisais du sport, j'étais quand même dans une sorte de truc où je me collais une pression de ouf à moi-même. Alors, est-ce que il n'y a pas un moment où on arrive sur un truc qui est trop... Moi, je l'ai pas ressenti trop comme ça, hein, mais... Après, moi, je suis pas expert sur ça non plus, mais chacun est différent. En tout cas, moi, je sais que, en ce qui me concerne, je suis à l'opposé de ça, quoi. Ouais, non, mais et puis, je comprends, voilà, faire 1 heure de sport, c'est très contraignant, mais les gens sous-estiment énormément le bien que ils peuvent se faire en
consacrant pour eux ne serait-ce que 5 minutes par jour. Oui, mais Voilà. c'est sûr, et que ce soit de la méditation, des petits 5 exercices, minutes, ou des petites choses, peu importe ce qu'on fait, voilà, je suis c'est de la d'accord. méditation, c'est respirer, c'est fermer les yeux, c'est écrire, c'est lire. Voilà, c'est 5 minutes. Ouais, ouais. Et je suis peut-être un peu radical, mais j'ai du mal à entendre la personne qui me dit je ne peux pas me lever 5 minutes plus tôt pour faire ça. Ou me coucher 5 minutes plus tôt et puis me lever. Non, mais c'est sûr. Et je suis complètement d'accord parce que dans le contrôle du corps, il y a pas mal de choses à faire et de l'esprit également sur tout ça. Et peut-être 5 minutes pour le corps, 5 minutes pour l'esprit, et puis là, t'es bien. Mais et les gens, ils rigolent. Mais alors, faites 5 minutes de gainage tous les jours et regardez-vous dans la glace dans 2 mois et vous allez être transformé. Et très bien. Et donc du coup, justement, c'est quand même là où on va rebondir un peu sur CYD. C'est que donc ça, c'est un business que tu as monté quand? Il y a un peu moins de 2 ans maintenant. D'accord. Et alors qui est pas que mon business, qui est le business. Je suis associé avec Romain Reynaud, qui est cofondateur également de CYD. Et donc, vous avez créé, c'est à la fois un business, à la fois une communauté, ça englobe pas mal de choses. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette logique, tu veux nous parler de tes 3 piliers, 3 points, etc., mais c'est ce côté notamment très lié à la rue, le côté street, quoi, vraiment très... moi, on le disait tout à l'heure, mais j'adore ces jogs matinaux. Tu pars le matin, la ville est endormie, tu reviens. Quand tu reviens, juste tu pars, il est 6 heures, il y a personne. Quand tu reviens, il est 7 heures, il y a plein de monde, quoi. Et ça a radicalement changé. Il y a de la lumière, des tas de choses, et je trouve ça fantastique. Et ce côté utiliser la ville comme aussi comme un terrain de jeu, c'est quelque chose que vous essayez de faire, et je crois qu'il y a un gros succès. Nous, la notion de terrain de jeu, elle est vachement importante. Et on parle. Alors, on est un peu on utilise pas mal d'anglicisme dans notre communication, mais on parle de playground. Et l'idée derrière CYD, c'est vraiment d'essayer... CYD pour CYD, alors, qui initialement voulait dire Conquer Your Day. Donc, on est tout à fait dans cette notion d'essayer de prendre soin de soi au quotidien. Ouais. Ouais. Aujourd'hui, la marque, on essaye de la décrire uniquement autour de cet acronyme. Et l'idée, c'est on parlait tout à l'heure de l'évolution des pratiques, du décalage entre les infrastructures et le fait que les gens aujourd'hui, les infrastructures d'aujourd'hui sont plus vraiment en phase avec les envies, les attentes des consommateurs. Et nous, on a envie de se positionner comme quelque chose qui serait un anti-club de sport, un peu comme des pirates du sport. J'allais dire des pirates, ouais. Avec l'idée de faire vivre aux gens des expériences cool dans des lieux alternatifs. En utilisant ce qui est là, ce qui existe, quoi. Et on utilise ce qui est là, et c'est pour ça que vraiment CYD a commencé dans la rue avec un concept qui a, je crois, vraiment contribué à forger cet état d'esprit, parce que c'est un vrai état d'esprit. C'est le concept du bootcamp, et c'est un bootcamp, c'est une séance d'1 heure qui part d'un bar. C'est 30 minutes de course à pied et 30 minutes de renforcement musculaire à même le sol. Donc, on est présent dans 8 villes de France. On fait ça sur les pavés. Sur les 8 villes, tu peux les citer On est à Lille, on est à Nantes, on est évidemment à Paris, on est à Toulouse, on est à Bordeaux. Marseille, Lyon non, on n'est pas à Marseille, on n'est pas à Lyon, on est à Lille. Et qu'est-ce que j'ai oublié? T'as dit Lille 2 fois en plus. J'ai dit je les mettrai sur le podcast. On fera le Strasbourg, peut-être. Nantes, j'ai dit Nantes ou pas? Nantes aussi, ouais. Ah bon? Je vais les écrire en parlant. En fait, t'es dans 5 villes, mais d'accord. Et du coup, je les mettrai sur les notes du podcast. D'accord. Et du coup, le bootcamp, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que notamment aussi toujours très efficace. Ouais, c'est efficace, mais la priorité, c'est pas l'efficacité. La priorité, c'est le partage et c'est le moment convivial. Et ce qui est sympa, c'est que on est à Paris, par exemple, on est dans 4 quartiers. On a Montmartre, on a Opéra, on a Odéon et on a Monceau. Et à chaque fois, les gens qu'on appelle les CYDs, donc les participants, partent d'un bar, et ce bar est le quartier général. C'est le QG de la session, et reviennent au quartier général, et après boivent des coups au quartier. Donc on peut aller faire 1 heure de sport sympa, et après boire une bière, un coca avec
les gens avec qui on a partagé cette expérience sportive. Nous, on parle beaucoup d'expérience. On a envie d'être un peu disruptif, non pas dans le digital, mais dans l'expérience qu'on propose aux gens. Et ce terrain de jeu, la rue, c'est vraiment l'ADN de CYD. C'est notre premier terrain de jeu. Et on a ressenti, au fil et à mesure que la communauté se développait, que les gens adoraient cet état d'esprit. Cet état d'esprit, aujourd'hui, il est cultivé quotidiennement. Il est partagé par 80 ambassadeurs présents dans toute la France qui, depuis la création de CYD, participent aux sessions, motivent les participants et sont des relais super sympas, super engagés sur qu'est-ce que c'est CYD, qu'est-ce que c'est cet état d'esprit et comment tous ensemble, on essaye un peu de changer les choses et de se faire du bien. Et donc, c'est matérialisé comment? Sur un groupe Facebook, sur un site? Comment je peux aller là? Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une application qui a été financée en crowdfunding l'année dernière. Par les membres? Et par la communauté. Ouais. Et c'est les CYDs. C'est les CYDs qui ont participé à ce financement-là. Donc il y a une appli qui est téléchargeable sur Android, sur iTunes, sur iTunes, Apple Store. Et on peut s'inscrire aux sessions sur cette application et on peut également le faire sur le site internet et on a plusieurs pages Facebook en fonction des différentes activités dont on va sûrement parler tout à l'heure, sur lesquelles on recense un peu la vie de la communauté dans les différents lieux qu'on a investis et qu'on gère aujourd'hui. L'URL du site, c'est? Alors, l'URL du site, c'est CYD Playgrounds en un mot, donc CYD Playgrounds, P-L-A-I-G-R-O-U-N. P-L-A-Y, non? P-L-A-Y, bien sûr. Donc G-R-O-U-N-D-S. DS.com. Je le mettrai aussi en lien. Et donc, du coup, je mettrai tout ça dans le lien. Et là-dessus, ces sessions sont... Alors, c'est gratuit. C'est hyper important. Et c'est ce qui fait aussi la force de la communauté. Et c'est ce qui nous permet d'exprimer ce sentiment de liberté. D'accord. Donc, c'est qui veut vient. Il n'y a pas de critères d'âge, de sexe, il y a de niveau. Il y a toujours un ambassadeur qui est là, qui anime? Alors, il y a toujours plusieurs ambassadeurs. D'accord. Généralement. Alors, il y a 4 groupes, 4 niveaux par session. Okay. Donc, les niveaux, ils sont en fonction un peu, on donne des kilomètres-heures moyens pour permettre aux gens de se repérer en disant est-ce que moi je suis plutôt dans ceux qui courent à 9 km/h ou ceux qui courent à 14 km/h. Et il y a plusieurs ambassadeurs par groupe de niveau. D'accord. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'on a autant de femmes que d'hommes. Je pense que en termes de population, on est entre 25 et 32 ans. D'accord. Donc ça, c'est un super modèle économique. Alors, non, je déconne. C'est probablement une approche un peu freemium, j'imagine. Exactement. Et l'idée, c'est que on a senti que cet état d'esprit, il était partagé, il se renforçait et les gens ont envie de plus. Et donc, quand on disait tout à l'heure qu'on investit des lieux un peu alternatifs, après la rue, aujourd'hui, on est présent, on a un centre d'entraînement dans un magasin, un concept store autour de vélo qui s'appelle le Kilomètre Zéro à Paris, rue des Acacias. Un super endroit, je crois. Ouais. On ouvre le 1er octobre différents espaces autour du yoga, autour de la préparation endurance, de la boxe, de la natation avec une piscine de 20 mètres dans un hôtel 5 étoiles qui va s'appeler le Parister dans le 9e à Paris. Donc ça, c'est vraiment sous l'angle CYD Places. CYD Street, c'est la communauté dans la rue. CYD Places, c'est ces lieux alternatifs où on a finalement une position de gestionnaire ou d'exploitant. Donc tu payes à chaque fois que tu viens ou comment ça? Alors ça, ce sont des sessions payantes et c'est comme dans un studio de yoga, comme dans un club de sport. Il y a différents types d'abonnements. On peut venir pour une session. Si je viens pour aller nager dans ton hôtel, par exemple, on va me faire une session d'entraînement de natation. C'est pas juste je paye mon ticket, je nage. Ouais, on fait pas à l'hôtel, on propose pas d'accès à la piscine libre. C'est toujours encadré par un maître nageur et on essaye de travailler, de se focaliser essentiellement sur la technique de nage sans que ça soit vraiment dans l'objectif d'un truc costaud ou d'un Ironman. Et au niveau du pricing, on est là aussi, on veut faire quelque chose, on veut proposer des expériences
qualitative et abordable. C'est-à-dire que c'est pas parce que on fait un cours de yoga dans un hôtel 5 étoiles qu'on va payer plus cher que la moyenne des studios de yoga à Paris. Nous, on est vite à 20 € pour un cours de yoga, sauf qu'on est dans un super beau lieu et avec une approche aussi de la dimension qualitative. On limite le nombre de participants à 8 ou 10 selon les sessions. Et donc, voilà, on veut qu'il y ait vraiment, encore une fois, cet échange, ce rapport entre le coach, l'intervenant, l'expert, le prof et les élèves. Très bien. Et il y avait la troisième, donc et la troisième, c'est CYD Office. D'accord. Pourquoi ? Parce que le lieu de travail est un vrai sujet. Aujourd'hui, les gens ont envie de pratiquer aussi dans leurs entreprises. On voit très bien que la notion de communauté, elle est hyper importante pour les boîtes et que de l'expérience qu'on a acquis sur la création, l'animation de cette communauté au sein de CYD Street, on s'inspire de ça pour recréer dans les entreprises des communautés. Et au même titre, on essaye d'identifier des ambassadeurs en interne, des gens qui vont aimer faire du yoga, qui vont aimer faire de la course à pied, qui vont aimer faire de la méditation et vont devenir les relais. Et c'est eux qui vont permettre à l'initiative qui est prise par la direction ou par l'entreprise de durer dans le temps et de faire aussi, de développer cet état d'esprit. Et vraiment, ces gens-là, donc la fourchette CYD Street, c'est 25-32, mais après, on est plutôt, grosso modo, nos clients ont entre 25 et 55 ans. Et cet état d'esprit est en train de faire son chemin et de devenir quelque chose de très différenciant, de reconnaissable et qui nous permet d'ouvrir des portes et d'aller dans les entreprises avec une approche différente. Et du coup, les ambassadeurs, vous en cherchez, vous voulez ouvrir de nouvelles villes? Alors nous, on a sur la croissance de la communauté, on n'a pas une démarche proactive. C'est vraiment le bouche à oreille qui fait que les gens entendent parler de CYD, de cet état d'esprit, et c'est comme ça que de nouvelles villes s'ouvrent et une personne nous contacte en disant voilà, moi j'habite à Toulouse, j'aimerais bien, qu'est-ce que je peux faire pour CYD? Et donc après nous évidemment on se déplace, on met en place un certain nombre de process, mais c'est vraiment voilà, on vient vers nous plutôt que nous vers les gens. Et dans la partie street, si qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, vous sortez, il y a des choses, il se passe toujours des choses toute l'année. Vous avez des techniques, des endroits, vous trouvez. Il y a toujours, il y a un calendrier. Le calendrier est toujours respecté. Alors après, de temps en temps, cet été, par exemple, quand il y a eu ou des pics de pollution ou des journées où il faisait 40 degrés, on a dû annuler certaines sessions parce que on est toujours très vigilant sur la sécurité et qu'on veut minimiser les risques. Mais voilà. La plupart du temps, les séances, elles sont maintenues et on a des sessions où on a 150 personnes, 200 personnes. C'est fou. Et il faut venir le vivre pour savoir ce que ça existe et pour ressentir de l'intérieur un peu cet état d'esprit qui est vraiment différent. Et vous allez sûrement croiser des CYDs se déplaçant dans Paris. Mais c'est vrai que beaucoup de gens qui ont fait et cette vibration, c'est ce qui m'impressionne, que tu peux avoir du sport avec toi et donc que tu as probablement réussi à transmettre avec CYD. Me donne un peu cette vibration qui émane de tout ça, et je crois que c'est un peu le cas dans cette communauté, et c'est bien aussi de pas être proactif parce que du coup c'est des gens qui sont plus motivés, c'est des gens qui sont engagés. Exactement. Ouais. Mais donc ça, je trouve ça vraiment impressionnant. Donc et c'est vrai, bravo déjà pour ça. Toi, tu en fais combien? Tu en animes? Tu es ambassadeur? Non, alors moi je suis pas ambassadeur. D'accord. Je laisse à d'autres le faire, mais par contre ce que j'aime bien faire, c'est participer aux sessions et observer de l'intérieur ce qui se passe. Après c'est moi je vais essayer et avec Romain on passe beaucoup de temps aussi maintenant à développer la partie Places et Office où encore une fois je pense que dans l'entreprise et ce sujet du wellness au travail est en train il y a une lame de fond hyper importante et encore une fois on peut regarder ce qui s'est passé aux États-Unis sur ce sujet du corporate wellness. Ça arrive tout doucement en France mais on est assez optimiste sur l'ampleur que ça va prendre et notamment nous on essaye d'adresser notre offre non pas forcément à des grands comptes, à des grosses boîtes, mais plutôt à des PME, à des incubateurs, à des startups, à des espaces de coworking où il y a cette notion un peu du feel good parce que c'est comme ça qu'on l'approche. Dans les grands groupes, on va parler de
que de bien-être, voilà, j'aime pas tellement la signification que ça a. Et on va parler de risques psychosociaux, de troubles musculo-squelettiques. Nous, c'est cool, c'est du feel good, on se fait du bien. Il n'y a pas de honte à se dire qu'on est stressé et qu'on va évacuer un peu de stress en faisant un cours de yoga, de la méditation, un cours de boxe. Tu vois, je peux pas, je suis obligé quand même de citer dans cet épisode Jeanne Chemla, qui est mon associée sur un business que tu connais. Je te l'ai pas présenté encore, Jeanne. Non, je ne l'ai pas rencontré, mais je connais très bien le business et je trouve que ce que vous faites est super. Et donc j'ai cofondé YoBureau, qui est donc yobureau.com, qui propose des cours de yoga au bureau. Donc on est là-dessus sur cette partie un peu concurrent, mais je pense je crois vraiment très fort à tout ça. Et comme tu le dis, aujourd'hui il y a eu un cours de bureau un cours de yoga dans cette salle même où on se trouve, voilà, où il y avait quelques personnes, et c'est vrai que on sent un écho assez fort et un bien-être que ça procure à pas mal de gens. Surtout les jeunes. Ouais. Enfin, le bien-être, à mon avis, il est transgénérationnel, mais la culture d'entreprise, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, les jeunes se posent beaucoup de questions sur leur environnement professionnel, et au-delà de la dimension financière, de la dimension responsabilité. Voilà. Cette culture d'entreprise et le lieu et les espaces et leur quotidien est quelque chose d'hyper important. Mais je dois avouer que tu vois ici, donc on est chez Cosa Vostra, on a fait une douche dans les locaux mais il faudrait trouver encore une solution, et je sais pas si c'est des choses que tu proposeras, mais justement pour un peu embrigader les gens à sortir, à aller se faire ce truc. En fait, je pense que elle est encore trop peu utilisée à mon goût, et je pense que, enfin, évidemment, à la limite, je m'en fous. Non, mais oui, c'est vrai, mais je dis elle est trop peu utilisée. C'est juste que je pensais que voilà, aujourd'hui la PlayStation, la table de ping-pong sont plus utilisées, et j'en suis très content. Mais c'est vrai que il faut pouvoir proposer de tout pour exactement. Mais c'est vrai que après, évidemment, tout le monde fait ce qu'il veut, mais je pensais que ça aurait plus d'impact, parce que beaucoup de gens adorent le fait qu'il y ait une douche ici, mais c'est encore plus dans le concept que dans la pratique. Mais je suis sûr que ça viendra. Et je pense qu'il faut aussi proposer des choses autour. Écoute, moi je trouve que tout ça c'est vraiment assez cool, et du coup CYD démarre bien. Depuis que ça démarre, ça fait quand même quelques temps maintenant, mais vous avez pas mal de clients. La partie street, ça fonctionne très bien, et surtout on a été très vigilant de pas laisser des marques venir polluer l'expérience qu'on proposait aux CYDs. Dans le running, il y a beaucoup d'équipementiers, il y a Nike, il y a Adidas, il y a des communautés un peu concurrentes, mais l'état d'esprit est très différent. Et pour nous, c'est vraiment important que l'expérience soit une expérience 100% pure. Vierge. Donc il n'y aura jamais de sponsor autour de CYD? Il n'y aura pas, en tout cas, un équipementier, une marque. Ce qu'on veut utiliser, c'est que si l'activité se développe, c'est de pouvoir offrir des expériences supplémentaires. Ça peut être de plein de manières différentes. Mais donc aujourd'hui, la stratégie, c'est de faire grossir, de développer le nombre de lieux, et surtout de rentrer dans l'entreprise et d'essayer de faire partager et de faire adhérer les entreprises à cet état d'esprit, et les accompagner dans leur réflexion et l'implémentation sur cette culture d'entreprise autour du LC, et comment est-ce que durablement je peux intégrer ça dans mes environnements professionnels, parce que c'est un vrai sujet. Et donc là-dessus, tu vas intégrer de la méditation aussi? Oui, bien sûr, on en fait plein de méditations. Ok. Bon, bah écoute, je pense que vous pouvez tous donc retrouver CYD sur Facebook, sur CYD Street ou CYD Office ou CYD Places, selon voilà. Comment vous voulez consommer du CYD. Donc CYD Playground, avec un S, playground.com. Et bah écoute, Grégory, moi je te remercie. J'ai trouvé ça très inspirant. Tu vas m'emmener faire des marches à Montmartre quand même bientôt, hein. Ouais. Je compte sur toi. Quand tu veux. Après un peu de gainage, et puis je vous raconterai devant le Sacré-Cœur en regardant le soleil se lever sur notre belle capitale. Voilà, tel bel ami de Maupassant, on admirera Paris qu'on va conquérir avec CYD.
Un million de merci. Écoute, merci à toi. Je te souhaite plein de bonheur et de succès. Et puis on fera un petit follow-up dans quelques temps. Avec grand plaisir. Bon. Merci. Salut Greg. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Do It Yourself. Si vous êtes toujours ici, c'est que peut-être cet épisode vous a plu. Si c'est le cas et que ce podcast vous inspire, n'hésitez surtout pas à lui donner une bonne note sur iTunes ou sur toutes les plateformes que vous pouvez utiliser pour l'écouter. Je pense à SoundCloud peut-être, et bien d'autres, Deezer par exemple. La semaine prochaine, on se retrouve avec Kamel Menour, le fondateur des galeries d'art contemporain éponymes, qui est quelqu'un aussi de très très inspirant, qui est arrivé en France à l'âge de 2 ans avec rien et qui finit comme vraiment l'une des grandes références de l'art contemporain. Je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, donc c'est sur Génération Do It Yourself, c'est fini. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.